Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 3 février. On commence avec ces difficultés de circulation. Tôt ce matin, du côté du Lamentin, le collectif de défense mobile avait érigé un barrage au carrefour de la section Routa. Un feu a même été allumé. Jusqu'en début de matinée, les automobilistes devaient passer par le bourg du Lamentin. Le collectif proteste en fait contre les hausses d'impôts dans la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. À la tête de ce collectif, Hubert Kiaba, je vous propose de l'écouter. Il répond aux questions d'Éric Pommier. Ça fait un petit moment qu'au niveau du collectif LCDM, que nous dénonçons effectivement cette augmentation subite qui n'a pas d'explication. Aujourd'hui, on nous dit tantôt que c'est le préfet, tantôt c'est le président de la communauté d'agglo. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que ces impôts, effectivement, ont augmenté à cause, effectivement, de la situation financière de la CNBT. Alors, on tente effectivement de nous dire qu'il n'y avait pas d'autre alternative et qu'il fallait effectivement, vaille que vaille, mettre la main dans la poche effectivement du citoyen lambda. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a effectivement d'autres moyens. Et le plus mal, c'est qu'on n'explique pas en fin de compte cette volte-face de millions et de millions d'euros effectivement qui est fait. Alors, on espère que chaque personne, notamment le président de la CNBT, il convient effectivement de dire qu'il est d'accord avec, je ne dirais pas nos revendications, mais le problème que nous évoquons. Aujourd'hui, il s'agit que chaque personne prenne nos responsabilités. Aujourd'hui, nous espérons que la population ne paiera pas, en fin de compte. On trouvera un moyen de dégrèvement à la population pour que ces impôts-là ne sortent pas effectivement de la poche des citoyens. Ce n'est pas une décision de la CNBT. La CNBT avait dit non. Nous avons voté une motion pour qu'on n'augmente pas les impôts. Maintenant, il y a le juge des affaires financières, qui est la Chambre régionale des comptes, et le préfet. Après, c'est la loi. Moi, je n'y peux rien. D'ailleurs, M. Kiaba, qui lui barre les routes, je lui demande de venir avec moi à la préfecture et d'être à mes côtés en tant que vice-président de la CNBT pour pouvoir expliquer ça aux gens. Parce que lui-même, il est aussi vice-président de la CNBT. Il connaît la situation, il porte la situation comme moi-même. Et cette rencontre est donc prévue en tout début d'après-midi à 13h30 à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Au chapitre de la santé, la ministre Marisol Touraine a rencontré ce matin le président de la région Guadeloupe-Paris Chalus ainsi que les présidents Rodolphe Alexandre et Alfred Marie-Jeanne pour la Guyane et la Martinique. Concernant l'épidémie de Zika, ces deux derniers départements, on le rappelle, sont en phase épidémique. En Guadeloupe, 10 cas autochtones ont été confirmés. Marisol Touraine a également confirmé des cas de transmission sexuelle du virus. Aussi, le Conseil national professionnel de la gynécologie obstétrique recommande l'emploi du préservatif pour les femmes enceintes ou en âge de procréer en zone d'endémie ou dont le compagnon est suspect d'être infecté. Marisol Touraine qui a également indiqué qu'elle se rendrait aux Antilles en Guyane d'ici la fin février. De son côté, l'Agence régionale de santé de Guadeloupe vient d'éditer un guide intitulé 42 questions, 42 réponses pour tout savoir et tout comprendre sur le virus Zika. On y apprend notamment comment se manifeste la maladie, les personnes à risque ainsi que des conseils pratiques pour réduire la présence des moustiques. Un guide consultable sur le site internet de l'ARS Guadeloupe et qui sera également distribué. Et on va justement rester sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. La gendarmerie de Guadeloupe et des îles du Nord a sa propre page Facebook et depuis ce matin, cette page a d'ailleurs franchi la barre des 6000 likes. Pour parler de cette nouvelle stratégie de communication, le commandant Franck Jacotin est sur notre plateau ce midi. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les objectifs de cette page Facebook ? Le premier objectif de cette page Facebook est de mieux faire connaître la gendarmerie de Guadeloupe à la population, à nos concitoyens. Cela touche et englobe les citoyens de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Voilà, donc c'est faire connaître à la population leurs gendarmes, leur travail, leur activité, mais pas seulement, c'est aussi leur faire connaître parfois nos besoins, notamment à nos appels à témoins, mais également l'ensemble de nos affaires qui peuvent les intéresser. Alors on a connu une gendarmerie, on va dire, assez discrète. Pourquoi ce changement ? C'est une volonté nationale de mieux faire connaître l'institution. Chaque département, chaque territoire d'outre-mer a maintenant sa page Facebook. Et donc il nous revient au niveau local de pouvoir alimenter et de la faire vivre. Voilà, de manière à ce que ça intéresse au mieux la population. C'est un peu redorer l'image du gendarme, on peut dire ça ? Non, je n'irai pas jusqu'à redorer, puisque le gendarme globalement est très apprécié de la population, mais
Alors c'est assez étonnant parce qu'on est peut-être l'une des plus vieilles institutions de France et on est certainement l'une des moins connues de la population. Donc il y a un gros travail à faire dans ce domaine. Alors vous le disiez, on retrouve plusieurs types d'informations sur cette page, des appels à témoins notamment, et puis il y a d'autres informations aussi qui concernent plus largement la Guadeloupe. Oui, on essaye d'être un peu large, pas seulement se contenter, j'allais dire, de notre activité judiciaire avec quelques appels à témoins, on essaye aussi d'intéresser au maximum la population et de les intéresser à ce que l'on fait. Alors on peut également, les Guadeloupéens peuvent aussi vous envoyer justement des messages privés. Est-ce qu'on peut dire que pour les gendarmes, Facebook c'est un nouvel outil d'enquête ? Non, ce n'est pas vraiment un nouvel outil d'enquête. C'est simplement permettre aux Guadeloupéens, aux Saint-Martinois et aux Saint-Barth de pouvoir rentrer en contact peut-être plus facilement avec l'institution. C'est jamais facile de franchir la porte d'une brigade de gendarmerie et de venir rencontrer des gendarmes. Là, j'allais dire que pour certains types d'informations, c'est un premier pas. Il n'empêche que dans le cadre d'une enquête judiciaire, ça ne remplace pas le contact humain et l'enquête sur le terrain. Vous partagez également les contrôles routiers qui sont effectués en Guadeloupe. Oui. Quel est l'intérêt de partager ce type d'informations ? La sécurité routière repose toujours sur 2 axes, la prévention, la répression. Donc l'axe de prévention est important, l'un ne va pas sans l'autre. En diffusant des contrôles, on met l'accent sur la prévention, mais on n'oublie pas la répression. C'est pas parce qu'on indique des contrôles que ces contrôles ne sont pas efficaces. On le voit bien sur le terrain. Malheureusement, nombre de conducteurs continuent à ne pas respecter les limitations de vitesse, à consommer de l'alcool ou des stupéfiants avant de prendre le volant. Donc c'est important pour nous d'être à la fois présent sur l'aspect prévention, mais également sur l'aspect répression. La peur du gendarme, telle qu'on annonce dans les contrôles, c'est aussi un axe de prévention qui est assez efficace. Alors on parlait justement de cette... Alors vous disiez que ce n'était pas un nouvel outil d'enquête, mais est-ce que malgré tout les Guadeloupéens ont réussi à vous faire avancer sur des affaires dans le cadre d'appels à témoins ? Récemment, vous avez lancé un appel à témoins pour un véhicule par exemple ? Oui, c'est assez efficace. On a quelques reprises fait des appels à témoins concernant notamment la recherche de véhicules. À chaque fois, ça a porté ses fruits, puisqu'en quelques heures, nous avons eu des appels, des contacts qui nous ont permis de les retrouver. Oui, dans ce cadre-là, c'est extrêmement intéressant. Après, pour des enquêtes plus lourdes, ça nous permet parfois d'avoir des renseignements, un élément clé qui, tout d'un coup, nous permet d'avancer dans une enquête. Merci en tout cas Franck Jacotin d'avoir été notre invité ce midi sur Alizé. Je rappelle que vous êtes l'officier de communication de la gendarmerie Guadeloupe et que donc c'est vous, on va dire ça comme ça, qui coordonnez cette page Facebook intitulée Gendarmerie de Guadeloupe et des îles du Nord. On en vient justement à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il sera encore question du Zika, le Zika qui sévit au Brésil et qui pourrait bien avoir un impact sur les prochains Jeux Olympiques. Voici la Minute Caraïbe. Brésil, Zika menace les JO. Le gouvernement brésilien vient de déconseiller aux femmes enceintes de se rendre aux Jeux Olympiques prévus en août au Brésil en raison des risques pour les fœtus liés au virus Zika. Le chef de cabinet du gouvernement brésilien, Jacques Wagner, a précisé ne vouloir prendre aucun risque après la décision de l'OMS de classer urgence de santé publique de portée mondiale l'épidémie du virus Zika. De son côté, le maire de Rio de Janeiro, M. Paes, informe sur l'ensemble des médias que les JO auront bien lieu. Il précise que le mois d'août au Brésil est en hiver, saison sans moustiques dans la ville brésilienne à cause des basses températures. Le maire de Rio ajoute que le conseil municipal travaille actuellement sur un plan intensif de fumigation pour les bâtiments, les stades et les logements olympiques. Guatemala, $1 million disparus. Près d'$1 million de fonds alloués par la Fédération internationale de football à la Fédération guatémaltèque de football l'an dernier ont vraisemblablement disparu selon un audit interne. En 2015, la Fédération guatémaltèque de football a reçu $1 100 000 de la FIFA en 9 versements effectués de février à octobre, selon un document signé par le comptable de la fédération. Le budget de cette fédération présenté l'an dernier se montait à $1 500 000, mais n'englobait qu'environ $250 000 de fonds provenant de la FIFA. Le restant des 9 versements aurait tout simplement disparu. Plus de 60 000 Honduriens ont été assassinés au cours des 14 dernières années dans ce pays de 8 millions d'habitants, devenu l'un des principaux points de passage de la cocaïne sud-américaine vers le marché nord-américain.
Au règlement de compte des narcos s'est ajoutée l'ultra-violence des gangs. La corruption, l'impunité et le machisme ont accéléré la spirale de la violence. L'assassinat de l'ex-Miss Honduras en novembre 2014 et de sa sœur, Sofia, avait créé un vif émoi dans le pays en proie à l'impunité. Une femme est assassinée toutes les 14 heures au Honduras et 98% des féminicides sont impunis selon le mouvement des femmes pour la paix, une ONG locale. Depuis le coup d'État qui a renversé le président Manuel Zelaya en juin 2009, les assassinats d'avocats, de journalistes, de syndicalistes et de défenseurs des droits de l'homme se sont multipliés. Élu en novembre 2013, le président Juan Orlando Hernández avait annoncé un renforcement de la politique de main de fer et une militarisation de la police pour tenter de faire reculer la criminalité. 3 ans plus tard, la criminalité bat des records dans le pays et le président vient de reconnaître un détournement massif de fonds de la sécurité sociale pour financer son parti. Retour en Guadeloupe, il devrait ouvrir ses portes au public dans un peu moins de 2 ans. Sous l'égide de Cap Excellence, le chantier du Centre des Arts de Pointe-à-Pitre avance. On rappelle que ce lieu culturel est fermé depuis 2009 pour des travaux de mise aux normes et de modernisation. Coût total de l'opération, 34 millions d'euros. Cet établissement public, culturel et urbain a pour but également de changer le visage de Pointe-à-Pitre et de son agglomération. Justement, Jacques Damprobe a demandé au maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, à quoi ressemblera le futur Centre des Arts. Il ne va pas faire oublier l'ancien Centre des Arts, puisque les 3/4 de la structure ancienne ont été conservés, en tout cas dans leur enveloppe. Et ceux qui ont connu l'ancien Centre des Arts retrouveront la nouvelle salle identique dans son volume, mais avec un équipement à la fois technique et en confort et en sécurité qui auront été bien sûr très largement améliorés. Et puis ce qui changera le plus, c'est l'accueil, la salle d'accueil, la partie où on rentre dans le Centre des Arts et on s'oriente vers l'une des fonctions de ce Centre des Arts, à savoir soit la grande salle, soit la deuxième salle plurifonctionnelle qui permettra des activités culturelles multiples, soit les espaces de formation, soit la bibliothèque, soit l'espace d'exposition, soit le restaurant qui accompagnera. Et la date de mise en service est donc prévue en janvier 2018. Retour à présent sur cet échange culturel qui s'est déroulé hier à Petit-Bourg. L'association guadeloupéenne Locola a invité l'association Imevad des Deux-Sèvres pour un moment de partage. Un circuit touristique a été organisé avec notamment la présentation hier après-midi du quadrille. Le reportage de Jacques Damprobe. C'est la rencontre de gens du terroir pour un échange de bons procédés. Les uns sont de Petit-Bourg, les autres viennent de Saint-Denis-Chandonnier dans les Deux-Sèvres. Pendant 10 jours, il y aura bien sûr les incontournables circuits touristiques et bains de mer, mais pas seulement. Car c'est aussi et surtout un rapprochement culturel. Et rien de mieux que quelques pas de quadrille pour faire corps avec le pays Guadeloupe. Le quadrille, une danse européenne rapportée par les colons, fut mise à leur sauce par les descendants d'esclaves. Alors c'est un échange que l'on fait depuis plusieurs années. Le principe c'est de recevoir nos amis et ensuite d'aller chez eux. Tout ça dans le cadre d'un échange culturel via le pays, c'est-à-dire la mer, la rivière, les airs, la nourriture et surtout les personnes qui composent ce pays. L'accent était porté sur les plantes médicinales aujourd'hui, sur les coutumes, traditions à Guadeloupe. Et puis on a visité également le musée de l'esclavage. Voilà, donc c'était placé un peu sous le signe de la culture et des connaissances effectivement, en plus des moments festifs. Voilà. En ces temps de haine et de guerre à travers le monde, exemplaire, la Guadeloupe demeure une terre d'accueil, de fraternité et d'amitié. Les visiteurs des Deux-Sèvres pourront le confirmer, à corps et à cri. Et on va parler du carnaval maintenant, puisque hier après-midi, dans les rues de Pointe-à-Pitre, ce sont les enfants qui ont défilé. Un défilé haut en couleur auquel s'est invitée notre journaliste Karine Gielman.
Les enfants ont envahi les rues de Pointe-à-Pitre, un carnaval pour bien commencer leurs vacances et surtout un défilé haut en couleurs et en rythme. Ce qui nous plaît le plus dans le carnaval, c'est l'ambiance, le bruit, les costumes et tout. C'est le rythme, les danses et les linges, les costumes, ça fait multicolore quoi. En tout cas, les enfants sont fiers de leur parade. Il y a du mouvement et il y a du rythme. Il y a du rythme, on danse. On danse plus que dans le carnaval des grands? Oui. Beaucoup plus. Un peu. Toi, tu trouves pas? Non, parce que dans les groupes, il y a plus de gens. Et comme les jeunes sont grands, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et ce qui est bien, c'est que lorsque les grands dansent, il y a du rythme. Et en plus de ça, le soir, quand c'est tous les groupes qui passent, non seulement il y en a plus, mais aussi il y a beaucoup plus de spectateurs. Et là, il y a oui. Et parce que aussi les petits, eux, ils ont plus de rythme, ils bougent plus que les grands. Et parce que eux aussi, les grands, ils font que du n'importe quoi quand ils dansent, ils mettent des trucs mini, tu vois. Donc les petits, c'est bien. Oui, c'est beaucoup mieux. De fins connaisseurs donc qui ont beaucoup à dire sur le carnaval. Les jours gras, c'est super, madame. Les jours gras, on s'amuse. C'est bien, mais après, quand ça se finit, c'est très déçu. Le carnaval, événement auquel, dès le plus jeune âge, on peut participer. Et prochain grand rendez-vous de carnaval à Pointe-à-Pitre, ce sera ce dimanche. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant cette information pratique, je vous rappelle que depuis hier à Sainte-Anne et à Saint-François, d'importants travaux sur le réseau sont effectués. Ce sera jusqu'à jeudi. La distribution de l'eau potable est donc perturbée. Retour à la normale demain en début de soirée. Avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera au rendez-vous. Quelques averses s'inviteront également dans la région de Sainte-Rose et de Déé. Les températures seront comprises entre 26 et 29 degrés cet après-midi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.